Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Sarah Massoud. Je suis membre du syndicat de la magistrature, ancienne secrétaire nationale. J'ai repris mes fonctions de juge des libertés de la détention au tribunal de Bobigny là, en début d'année, après 2 ans de militantisme au sein du bureau national. Par l'intermédiaire de Patrick, du coup, je suis très heureuse de pouvoir vous parler un tout petit peu du droit des patients. Je ne vais peut-être pas parler 20 minutes, je vais essayer d'être la plus courte possible parce que j'ai envie d'échanger avec vous. Alors après, il faut m'interrompre parce que j'ai tendance à être bavarde. Donc du coup, sur la question des droits des patients et sur la question aussi de, comme je l'ai intitulé de manière très autoritaire, on va beaucoup parler d'autoritarisme peut-être d'ailleurs, du malade citoyen. Je vais vous égrener en fait des tensions et des incapacités qu'a l'autorité judiciaire justement à rendre effectif et à pouvoir garantir le droit des patients. Ça va être un peu mon fil rouge avec cette espèce de paradoxe, de contradiction de ce que depuis maintenant une quinzaine d'années on a plutôt une législation et un cadre juridique qui est assez, alors je ne vais pas dire émancipateur, hein, mais en tous les cas davantage protecteur à destination des patients. Alors je ne sais pas quel terme d'ailleurs utiliser, vous me reprendrez parce que pour le coup je suis assez nulle en ce sens, c'est-à-dire je ne sais pas s'il faut que j'utilise le terme de patient, de malade, de fou. Je sais que parfois j'ai pris comme parti pris de plutôt dire fou, comme je dis jeune, comme je dis vieux, comme je dis délinquant, comme je dis criminel, pour nommer les choses de manière assez crûment. Voilà, je ne suis pas certaine de cette terminologie, mais en tous les cas, voilà. La question des droits et de la citoyenneté au sein de l'hôpital psychiatrique. Alors, je vais faire plutôt une présentation, j'en parlais avec Mathieu, on en a discuté un peu ensemble, assez peu théorique. J'ai le sentiment, mais vous me le direz, hein, que vous avez peut-être davantage envie de savoir quelles sont nos pratiques en qualité de juge, et en particulier en qualité de juge des libertés de la détention. Quels sont nos ressentis, quelles sont mes appréciations sur justement l'exercice de ce contrôle de ces droits, plutôt que un assemblage de législation et d'égrainage des droits des uns et des autres. Après, si vous avez des questions techniques sur la loi de 2011, sur la loi de 2013, sur la loi de 2002, sur la loi sur l'isolement et la contention, sur la loi irresponsabilité pénale, il n'y a pas de souci, vous pourrez me poser des questions assez techniques, mais je ne vais pas être dans quelque chose de l'ordre de la procédure civile, mais davantage sur mes impressions en termes d'incapacité à pouvoir garantir ces droits. Simplement pour commencer, vous dire que lorsque j'ai lu l'intitulé de cette intervention sur cette question de la citoyenneté, sur la question des droits, d'un point de vue très théorique, j'ai presque envie de dire ésotérique, lorsqu'on parle de droits et de citoyenneté dans le cadre du champ judiciaire, ça renvoie, je me rappelle de mes années de première année ou de deuxième année de droit, à la théorie de l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté dans son sens de sa toute-puissance. Et je me suis questionnée sur véritablement la réalité dans notre ordonnancement juridique de cette autonomie de la volonté, et je me suis aperçue qu'en fait c'était devenu totalement, et ça depuis, j'ai envie de vous dire, le 19e siècle, voire le 18e siècle, un mythe totalement périmé. Pourquoi un mythe totalement périmé de cette autonomie de la volonté? Tout ça parce que elle a été totalement supplantée, cette théorie, par la nécessité des pouvoirs publics d'intervenir dans les rapports juridiques entre les membres de la société, et ce notamment afin d'assurer la protection des plus faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est en matière de droit civil, notre ordonnancement juridique, que ce soit le Code de la santé publique, le Code de procédure civile, il est ordonnancé pour justement égrener un certain nombre de droits, un certain nombre de protections à destination des plus faibles. Alors, je les appelle les plus faibles comme ma manière de dire fou, malade, patient, parce qu'il y a différents termes qui sont utilisés. On va utiliser notamment dans le Code de santé publique la notion de vulnérabilité, la notion de personne à protéger. Je suis assez peu fan de la notion de vulnérabilité, c'est pas le propos de cet après-midi, mais en tous les cas, voilà, j'aime bien cette question des plus faibles, et pourquoi pas, on a les puissants et on a les faibles. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu un certain nombre de législations
Je vais vous en citer deux qui nous intéressent cet après-midi. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a été en fait un vrai tournant quand même dans cette législation à destination de la garantie des droits des patients, et qui a notamment permis la promotion, mais vraiment, hein, la promotion des droits des patients, et ce passage quand même de ce que le patient, le malade, n'était plus un objet de soin, mais devenait un sujet de droit. Ça a été vraiment, en tous les cas, en matière juridique, un vrai changement de paradigme, où on avait un tout petit peu, pour reprendre un terme de pénaliste, un renversement de la charge de la preuve, où on n'était plus objet, mais sujet. Et avec cette définition, pour l'une des premières fois, de ce qu'était le juste consentement. Et avec cette injonction de ce que l'on devait vérifier, qu'en matière de soins, l'on devait, alors l'on c'est vous, mais également nous dans l'appréciation de ce que vous devez faire, vérifier si le patient pouvait ou avait eu la possibilité de consentir de manière libre et éclairée à ces soins. Ça a été un peu une révolution, je pense, chez vous, mais alors chez nous, que dalle. C'est-à-dire que la loi de 2002, je pense que vous pourriez en parler à n'importe quel juge, personne ne la connaît, parce qu'il n'y avait aucune implication en termes juridictionnels. C'est-à-dire qu'on peut en parler de manière très très théorique à l'École nationale de la magistrature, on peut en parler aussi peut-être du côté de l'école des avocats, c'est-à-dire « Ah bah tiens, oui, le malade a des droits. » Bah oui, il a des droits, c'est normal. La Cour européenne des droits de l'homme l'a affiché déjà depuis 20 ans auparavant. On a été condamné plusieurs fois sur l'indignité de certaines conditions de prise en charge des patients. Donc du coup, ça semblait presque comme une évidence. Mais sauf que les implications dans les pratiques juridictionnelles a été nulles, parce que tout simplement, il n'y avait pas de conséquences en termes de pratique. Il n'y avait pas, au-delà de cette reconnaissance de droits des patients, de compétences et d'obligations à apprécier telle ou telle effectivité des droits. Donc, je vous la cite, cette loi, parce qu'elle est quand même importante dans le débat qu'on a cet après-midi, mais il n'empêche que dans ma pratique et dans la pratique de mes collègues, c'est véritablement le niveau zéro de l'appréhension de cette notion de juste consentement. Alors je me trompe peut-être un peu, mais du coup c'est là où je vais un peu bavarder. Ça a peut-être eu quelques petites conséquences sur les juges des enfants, ce qui n'a rien à voir avec les soins sans consentement, parce que parfois il est question dans vos pratiques médicales d'intervenir sur des enfants, et du coup il faut pouvoir obtenir le consentement de ceux qui ont l'autorité parentale ou pas. Donc du coup il y a eu quelques petites réflexions au sein des tribunaux pour enfants, mais véritablement que ça. Mais quand même, il y a eu cette notion de ce que les patients devaient être informés et devaient consentir. Et c'est assez intéressant parce qu'en préparant cette intervention d'après-midi, je me suis rendu compte que les auteurs ont considéré à cette époque-là, hein, donc maintenant il y a 20 ans, que le droit à l'information, c'est-à-dire le droit à l'information des patients, de savoir ce qui leur arrive quand ils sont admis en hôpital psychiatrique, et après, quand il y a tout un parcours de soins sans consentement, d'être informés du déroulement de la procédure, et puis par ailleurs de consentir ou pas à ce qui leur arrive, eh bien, les auteurs spécialistes en droit civil ont considéré ces droits comme des droits lyriques. Donc c'est dire, oui, c'est une terminologie, mais c'est dire comment finalement on est dans le domaine stratosphérique sur la question de l'effectivité de ce type de droit. Et puis finalement, ça n'est qu'en 2011. En tous les cas, j'ai trouvé ça assez poétique et très complaisant à notre égard. Parce que véritablement, s'il y a bien une chose que ne sont pas les juges, ce sont des grands poètes. Bon. Deuxième loi importante, la loi que vous connaissez tous, j'imagine, la loi du 5 juillet 2011, relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Je lis véritablement l'intitulé de la loi.
donc relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, alors vous remarquerez que c'est sans consentement et pas sous contrainte, et aux modalités de leur prise en charge. Cette loi qui a été remaniée, et j'ai presque envie de dire quand même rééquilibrée, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'objets sécuritaires dans cette loi de 2011, et elle a été quand même rééquilibrée avec la loi du 27 septembre 2013, je passe sur toutes les procédures, avec la saisine du Conseil constitutionnel, tout le contentieux, mais on en parlera peut-être dans le volet quels peuvent être les moyens de lutte pour justement un peu agir sur le domaine législatif. Alors là, pour le coup, là, ça a été un véritable séisme, mais vraiment, au sein du corps judiciaire, de ce que là, il y a eu un impact extrêmement important. Alors un impact parce que il y a eu la réaffirmation de ces droits du patient. Il y a eu l'agencement de toute une série de droits accordés aux patients, de toute une série de droits que devait garantir et apprécier un juge, et en l'occurrence le juge des libertés de la détention. Alors après, il a été question, je ne vais pas y revenir, je serai trop longue, mais il a été la question de savoir quel juge, finalement c'est le juge de la liberté de la détention qui a été choisi et non pas le juge des tutelles. Le juge des tutelles intervient sur toutes les mesures de protection, tous les majeurs protégés qui sont sous curatelle ou tutelle. Il a été fait le choix de ne pas... Alors, ce n'est pas le débat de cet après-midi, mais d'ailleurs c'est une vraie question, de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas le juge des tutelles qui a été choisi, mais le juge des libertés de la détention. Et donc du coup, cette loi est véritablement venue renforcer les droits garantis aux patients. Alors, vous me poserez des questions sur véritablement si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail des droits. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans la technique de cette loi, mais les droits principaux, c'est le droit d'être informé sur le déroulement de la procédure, le droit d'informer des tiers, le droit d'avoir un avocat, le droit d'avoir un accès au juge, le droit d'être auditionné par un juge, le droit d'avoir un interprète, bref, toute une série de droits qui sont égrenés dans une séquence avec la fameuse séquence des 72 heures, la période d'observation, une séquence des 12 jours, où il y a un contrôle systématique du juge des libertés de la détention, et ensuite les contrôles à 6 mois, avec une réévaluation qui vous est obligée tous les mois pour vérifier si véritablement la contrainte, c'est-à-dire la privation de liberté, est proportionnée ou pas à la nécessité de prodiguer des soins, je ne sais pas si le terme prodiguer est le bon, mais bon, peu importe, à ce patient. Donc du coup, tout ce que je viens de vous dire là depuis 5 minutes, c'est finalement un ordonnancement juridique qui, au fil des années, s'est plutôt renforcé en faveur des patients. Avec cet affichage, avec cette inscription dans notre ordonnancement juridique de ce que les patients ont des garanties. Du coup, mais qu'est-ce qu'il en est de ces droits? Est-ce que véritablement ces droits sont garantis? Et c'est là où du coup je vais vous donner mon expérience, en tous les cas vous faire part de mon expérience et de l'expérience de mes collègues. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est bien beau d'inscrire des droits dans la loi. Mais très souvent, il y a deux façons d'interpréter ces droits. Il y a toujours deux catégories quand on inscrit des droits dans la loi. Il y a toujours la catégorie des droits qui sont inaliénables. Et là, en l'occurrence, il va être question de deux droits fondamentaux des patients, que sont le droit à sa dignité, premièrement, et le droit à la sûreté, deuxièmement. Donc ça, ce sont des droits, on a envie de dire, sur lesquels il n'y a presque pas de débat, où ça, on ne peut pas y toucher. C'est le sacro-saint. Et puis, il y a une seconde catégorie, lorsqu'on accorde des droits, là, en l'occurrence aux patients, que moi, je nommerai des droits friables. C'est-à-dire que l'on peut entraver, que l'on peut limiter au nom de certains concepts. Et en l'occurrence, s'agissant des patients, il y en a deux qui prédominent s'agissant des soins sans consentement, que sont l'ordre public et que sont l'impérium médical. Alors l'impérium médical, c'est vous qui allez m'en parler, parce que s'il y a bien un puissant dans la procédure de soins sans consentement, c'est le psychiatre. Certes, il y a un contrôle du juge,
Mais il n'empêche que si le psychiatre considère qu'il faut lever l'hospitalisation sous contrainte, c'est lui qui va lever l'hospitalisation sous contrainte. Alors certes, le juge va pouvoir le faire à 12 jours, va pouvoir le faire à 6 mois, va pouvoir le faire à tout moment lorsqu'il est saisi par le patient. Mais je peux vous dire que dans 99% des cas, quand on est saisi par le patient, on n'élève pas la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il faut bien le savoir. Hein. On est véritablement dans des levées de l'hospitalisation sous contrainte quand on est sur une saisine classique du directeur d'établissement. Mais celui qui a véritablement la main dans le déroulé, j'ai envie de dire, quotidien, hebdomadaire, mensuel de l'hospitalisation sous contrainte, c'est le patient. Donc du coup, c'est... Ça serait bien. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Hein. Mais il y a le préfet aussi quand même qui... Pour les SDRE, c'est le préfet, c'est pas le médecin. Le médecin fait partie d'eux, c'est le préfet. Alors après, il y a des contre-pouvoirs que sont le parquet, le préfet, et d'ailleurs je vais y revenir. Comme quoi je prends mes rêves pour des réalités. D'ailleurs, c'est ce que disait Spinoza. Hein. Il comparait, enfin en tous les cas, il analysait la folie par rapport aux rêves et à l'enfance. Bon bref. S'il y a bien quelque chose que les juges ne sont pas, c'est spinoziste. Pourquoi est-ce que du coup ces droits, à mon sens, sont friables? Je vais vous donner 3 pistes de réflexion. Ils ne sont pas garantis et ils ne sont pas effectifs, ces droits des patients, du fait, alors je suis désolée, je vais être assez terre à terre, mais je pense qu'il faut quand même en parler, je ne vais pas y passer des plombes, hein, mais du fait des conditions d'exercice des juges. Vous le savez très bien, nous sommes un service public qui est extrêmement pauvre, on a des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées, manque de moyens, manque d'effectifs, manque de matériel informatique adapté, bref, exactement ce que vous connaissez vous dans les hôpitaux, et encore que je pense que vous êtes mieux lotis que nous. Véritablement, il y a un certain garde des Sceaux de droite, enfin qui était dans un gouvernement socialiste, donc de droite, qui disait que nous étions des clochards. Mais vraiment, je pense que le service public de la justice va droit dans le mur et que les conditions d'exercice par manque d'effectifs ne permettent pas de garantir ces droits. Pour ça, je vais vous donner un exemple. La dernière réforme sur l'isolement et la contention. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ça fait 18 mois qu'il y a un débat juridique et qu'il y a des décisions du Conseil constitutionnel pour justement qu'il y ait la reconnaissance de ce que l'isolement et la contention n'est pas un soin, mais est une mesure privative de liberté. Alors, tous les juges ne pensent pas ça. Hein. Au syndicat de la magistrature, on a toujours pensé que l'isolement et la contention n'étaient pas un soin et une mesure privative de liberté, mais il n'empêche que ça n'avait jamais été reconnu, malgré les textes internationaux. Et enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu que c'était une mesure privative de liberté. Donc, qui dit mesure privative de liberté, dit contrôle d'un juge, en l'occurrence le juge des libertés de la détention, et là, en l'occurrence, alors je vous passerai toutes les étapes du Conseil constitutionnel, avec un contrôle systématique du juge des libertés de la détention. Qui dit contrôle systématique, dit forcément nécessité à ce que, du côté de l'autorité judiciaire, il y ait suffisamment de greffiers, qu'il y ait la mise en place de permanence, permanence de jour, voire permanence de nuit, permanence de week-end, donc suffisamment d'effectifs dans les tribunaux pour justement recevoir les saisines, faire ce qu'on appelle la mise en état, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le directeur d'établissement nous saisit en nous disant « voilà, telle personne est à l'isolement depuis telle date et telle heure, on a des délais pour pouvoir rendre une décision. Donc du coup, il faut aussi mettre en place toute la notification des droits, droit à avoir accès à un juge, droit à avoir connaissance de la saisine du directeur, du directeur, droit à un avocat, droit à une audition, et tout ça dans un délai extrêmement contraint, parce que le directeur de l'établissement doit nous saisir dans un délai de 72 heures, et nous, on doit rendre notre décision dans un délai de 96 heures. C'est-à-dire qu'en gros, on a 24 heures pour étudier le dossier, faire l'audition, rendre l'ordonnance. Ce qui est matériellement impossible. Dans l'étude d'impact de la loi sur l'isolement et la contention, il a été prévu 20 juges supplémentaires juste pour absorber ce contentieux. Il en faudrait 10 fois plus.
Et je ne vous parle même pas des greffiers. Donc c'est vous dire qu'on met en place des droits, on garantit des droits, on affirme des principes qui sont très importants, comme quoi l'isolement et la contention sont des mesures privatives de liberté. Mais en l'occurrence, et là je ne vous parle même pas de votre côté vous n'êtes pas du tout prêt, vous n'avez pas du tout eu également des effectifs en plus et tout ça. Donc nous c'est à moyen constant qu'on doit absorber ce contentieux. Donc je peux vous dire que moi qui suis au tribunal judiciaire de Bobigny depuis le début de l'année, et depuis le début de l'année cette loi est en vigueur, eh bien nous ne respectons pas les droits des patients. Nous rendons des décisions illégales depuis 2 mois à Bobigny. Je vous le dis, hein, c'est peut-être public, mais c'est illégal. On ne respecte pas les droits des patients. Alors là, en l'occurrence, ça va à Bobigny parce qu'on lève quasiment 95% des mesures, parce que du coup, les droits ne sont pas respectés. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je vous donne juste un exemple, après j'en termine avec cet exemple-là, mais par exemple, les patients, on ne les informe pas forcément de leur droit d'être auditionnés par un juge. C'est-à-dire qu'on a le dossier, on a les saisines, mais on n'a pas le temps d'envoyer un petit formulaire, et vous n'avez pas le temps de faire passer ce formulaire pour dire « Est-ce que, madame, monsieur, vous voulez être entendu par un juge ?» Et bien ça, c'est une irrégularité d'ordre public, on doit lever la mesure. Et quand d'ailleurs ils demandent à être entendus par un juge, moi je l'ai fait une dizaine de fois, on les entend par téléphone. Je peux vous dire que c'est kafkaïen. Deuxième champ, pour vous dire que les droits ne sont pas garantis. Pareil, je vais venir sur quelque chose que vous connaissez parfaitement, mais sur lesquels nous sommes totalement confrontés de service public de la justice, ce sont toutes les injonctions managériales qui s'imposent au sein des juridictions et qui font que, d'un point de vue systémique, d'un point de vue organisationnel, un tribunal n'est absolument pas aujourd'hui, j'ai envie de dire, taillé pour être... pour remplir son office de garant des libertés tel qu'elle nous est enjoint par l'article 66 de la Constitution. Normalement, le juge, il est garant des libertés individuelles. C'est ce que nous dit cet article de la Constitution. Mais aujourd'hui, l'organisation d'un tribunal ne nous permet pas d'être ce garant des libertés. Vous l'avez vu de manière beaucoup plus classique sur le maintien de l'ordre, vous le voyez régulièrement sur la manière dont on ne contrôle pas les gardes à vue. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le droit des patients. Toute la New Public Management qui a percuté l'hôpital public a également percuté les tribunaux, mais de manière déflagratoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme l'hôpital, un tribunal, il est géré par son président et par son procureur de la République comme une entreprise. Aujourd'hui, un justiciable, ça n'est même plus un usager d'un service public, c'est un flux, c'est un stock. Et aujourd'hui, il y a des injonctions. Alors, je vous passe les détails, hein, mais des injonctions à traiter du dossier, de la masse, des audiences et des flux de dossiers. Et ça, pour le coup, je vois dans nos habitus, dans nos pratiques professionnelles, on ne voit plus du coup un patient, un fou, un malade mental comme une personne qui est sujet de droit, mais qui est vu comme un dossier qu'on doit évacuer au plus vite parce que notre audience, moi, hier, j'étais d'audience soins sous contrainte. J'avais 18 dossiers, en sachant que j'intervenais à Villévrard. Donc, du coup, il faut aussi se transporter sur le lieu. Donc, du coup, il y a 45 minutes de voiture. Je vous donne les choses très concrètement, hein. L'audience, elle commence à 10h. On arrive là-bas à 10h15. Les avocats n'ont même pas eu le temps de voir un tiers des patients pour leur entretien avant l'audience. Donc, du coup, l'audience commence à 11h, avec en plus un espèce de ping-pong entre les deux avocats. J'essaie de passer minimum un quart d'heure, c'est rien un quart d'heure, hein, un quart d'heure avec chaque patient, en sachant qu'il y a quand même des nullités qui sont soulevées par les avocats, mais parce qu'on les pousse un peu à apprendre le code de santé publique. Et après, pardon, il n'y a pas les avocats. Et après, mais ça on en reviendra après sur les luttes au contentieux. Et ensuite, du coup, il faut rédiger les décisions, et quand vous rentrez, vous avez tout le contentieux, isolement et contentieux, donc pour vous dire que c'est de l'abattage. Sur cette question des injonctions managériales et sur la manière gestionnaire dont nous sommes complètement imbriqués, siphonnés, nous juges, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un tribunal, ce qui prédomine, ça n'est pas le civil, c'est le pénal. Donc le contentieux des hospitalisations sous contrainte n'est absolument pas prioritaire.
Ce qui est prioritaire, c'est la permanence du parquet, c'est les comparutions immédiates et c'est les violences conjugales. Ça n'est absolument pas la question des passions. Et d'ailleurs, très peu de juges sont au courant de ce que ce contentieux existe. Alors que pourtant, le procureur de la République est une compétence extrêmement importante, aussi importante que le préfet, justement pour faire appel ou pas suspensif lorsqu'on libère un patient. Et au parquet civil, moi par exemple, à Bobigny, il n'est absolument pas au courant des décisions que je rends. Il coche une case et c'est tout. Il ne connaît pas les dossiers. Donc ça, c'est le deuxième volet. Troisième volet, c'est dommage, c'est le plus important. Pourquoi est-ce que ces droits ne sont pas garantis? Et je pense que c'est la question presque la plus difficile à appréhender. J'ai presque envie de dire, un problème culturel. Je pense que les JLD, tout comme je pense n'importe qui à l'extérieur, a un malaise face à la maladie mentale. Je pense que lorsque je discute avec mes collègues, on est face à des personnes, à des juges, à des magistrats, qui considèrent le malade, le fou, le patient, comme une personne à soigner et non pas comme une personne à protéger. Mais protéger en ce sens qu'il a des droits et qu'on doit vérifier que ces droits ont bien été garantis, mais que c'est quand même une personne... Combien de fois j'entends mes collègues me dire « Ah, mais quand même, hein, il a besoin d'être soigné, il est quand même mieux à l'hôpital que chez lui. » Mais en fait, ce n'est pas la question. Ce n'est pas notre office. Et donc, du coup, cette espèce de vision de la maladie mentale, je pense, elle pollue notre appréciation. Au-delà du fait que c'est quelque chose qui est très intime, hein, ça nous percute tous, la dépression, la maladie psychiatrique, on est des citoyens comme les autres, et donc du coup, je pense que oui, chez les JLD, il y a cette question de « c'est un contentieux pas comme les autres », et du coup, je pense que il y a aussi, par ailleurs, au-delà de l'intime, de ce qui nous ébranle en qualité de juge face à cette question de la maladie, je pense que, par ailleurs, nous percute également cette question de la figure du malade. La figure du malade où on est quand même, parce qu'on reste des juges, de ce que, et ce qui est très présent, de ce qui est un bon et un mauvais malade. Et de ce que celui qui va véritablement respecter une injonction de soins, ne pas avoir de rechute dans son parcours thérapeutique, il va avoir une bonne observance, c'est horrible ce terme, une bonne observance des soins. Ah, mais celui-ci, il ne va pas être dans le déni de ses troubles. Et bien, toutes ces notions d'observance, de déni, et bien ça, c'est quelque chose chez les juges qui vont être extrêmement présents. Et ça va avoir une conséquence très concrète de ce que va y avoir un surinvestissement de la part de l'autorité judiciaire de la notion de contrainte. C'est-à-dire que le malade, déjà, il nous ébranle dans notre intimité, et en plus, quand même, on va lui enjoindre de quand même faire bonne figure. On vous oblige quand même à prendre votre traitement. Ah, mais si vous vous retrouvez hospitalisé, c'est parce que vous n'avez pas pris votre injection retard, c'est parce que vous n'avez pas bien respecté ce que vous a dit votre psychiatre. Donc du coup, vous êtes un peu un mauvais malade. Et donc du coup, on voit bien que la contrainte et l'injonction qu'on va du coup nous ordonner va s'imposer à la fois dans le dedans, c'est-à-dire dans l'hôpital psychiatrique, mais également dans le dehors. Et donc la notion de contrainte qui a été insufflée dans la loi de 2011 avec ses obligations de soins en ambulatoire et la contrainte du dehors est extrêmement investie par la magistrature. Donc du coup, on a, pour reprendre l'expression de Foucault, on a finalement un grand enfermement qui est complètement investi par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire qu'on a l'enfermement du dedans et l'enfermement du dehors, et avec ces obligations de soins du dehors, voilà. Et dernière idée, alors c'est dommage parce que pareil c'est important mais c'est pas grave, je pense qu'on ne peut pas considérer que les droits des patients sont garantis parce qu'il y a une très forte porosité entre les soins qui sont pénalement obligés et les soins sous contrainte. Je pense que le juge des libertés de la détention, quand il a apprécié un dossier de soins sans consentement, il est complètement, je pense, également pollué par la figure du fou dangereux, du fou criminel, et de malheureusement cette confusion qu'il y a entre maladie mentale et dangerosité, entre ce qu'il y a entre criminalité et folie. Et ça, c'est complètement imprégné quand même dans l'esprit des juges des libertés de la détention. Ce qu'il faut savoir que le juge des libertés de la détention,
C'est un juge qui à la fois officie au civil, donc sur les soins sans consentement et aussi en droit des étrangers, mais qui officie aussi au pénal et qui a traité des affaires les plus graves au pénal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le JLD, véritablement, a des compétences très étendues au pénal et au civil. Et que, alors, peut-être que je me trompe, hein, j'espère, mais je voudrais en discuter avec vous. Je pense que nous sommes extrêmement confrontés à cette figure du fou qui est potentiellement dangereux. Et qu'on a complètement essentialisé, mais au fur et à mesure aussi de lois sécuritaires, de lois antiterroristes, de pénalisation de la maladie mentale, avec des notions comme la rétention de sûreté, sur la diminution de l'irresponsabilité pénale, avec cette fameuse loi qui est entrée en vigueur il y a quelques mois sur encore cette manière de restreindre le champ de l'irresponsabilité pénale. Donc tout ce volet pénal qui introduit l'idée que, eh bien, le malade mental est potentiellement un ennemi, et j'utilise ce terme parce que le droit pénal de l'ennemi est quelque chose qui irrigue beaucoup la question des soins sans consentement. On l'entend beaucoup dans la criminalité organisée, on l'entend beaucoup dans la législation sur le terrorisme, mais c'est également extrêmement présent sur la question de la pénalisation de la maladie mentale, c'est-à-dire que vous avez la figure de l'ennemi qui est le criminel, la figure de l'ennemi qui est devenu aussi le manifestant, et je pense également que le fou est également une figure de l'ennemi qui est imprégnée aussi dans nos cursus d'appréciation de ce que un malade va devoir rester hospitalisé parce qu'il est potentiellement dangereux, parce qu'il est potentiellement porteur d'une criminalité qui va être intrinsèque à sa condition. Et on va arrêter ça, là-dessus. je pense que... Voilà, j'ai terminé par là. Moi, je suis désolé Sarah, parce que je pense que ce sont des questions essentielles. Mais comme vous l'a dit tout à l'heure Pascal, il faut impérativement qu'on rende la bourse et qu'on la range avant de la rendre. Donc on a vraiment un timing très serré. Ranger ta bourse, t'inquiète. Bon, j'y vais. Bon. Pour faire vite et pour reprendre à partir de ce que tu dis, finalement notre chemin là, il est assez simple, puisque en ce moment c'est le règne des abuseurs. Alors on sait comment faire quand il y a des abus. D'abord il faut les nommer et après il faut les combattre. Et ça dans tous les champs. Alors juste un mot par rapport à ce que tu viens de dire. La question du soin. Bah là il y a un abus. Soin sans consentement, ça n'existe pas. Il faut qu'on le dise clairement. Il peut y avoir une obligation de la personne à potentiellement se soigner. Mais est-ce que vous avez déjà soigné quelqu'un sans consentement? C'est pas possible. On peut donner des médicaments sans l'accord de la personne. On peut obliger quelqu'un à rester dans un lieu qu'on appelle l'hôpital ou autre sans son accord. Mais soigner sans consentement, en fait, c'est pas possible. Donc je pense qu'au niveau des mots, il faut qu'on puisse repenser de manière assez simple. Il n'y a pas de soins sans consentement. L'autre chose, tu disais, le sacro-saint qui est intouchable, la dignité. Bah, dis donc, il est intouchable, mais il est touché tout le temps. Hein. Si on reprend la lutte pour la dignité, alors mon intervention, là, elle a en toile de fond tout l'atelier 3 qu'on a eu tout à l'heure, où il va y avoir tout un tas de propositions qui sont faites, mais il y a une inconditionnalité de la dignité. Or, cette dignité est bafouée tout le temps. On disait hier à l'atelier 3, un truc très simple, comment ça se fait qu'on nous bassine tout le temps, les fondamentalistes, la maladie mentale est une maladie comme les autres, et comment ça se fait? Il y a une personne qui disait, quand on est hospitalisé en diabétologie, bah, la porte elle est ouverte, en psychiatrie elle est tout le temps fermée. Comment ça se... bah, c'est une maladie comme les autres, pourquoi c'est pas ouvert? C'est-à-dire que les abus, on l'a encore vu à Toulouse, là, quand il y a eu les, entre guillemets, fugues, pareil, les fugues ça n'existe pas, c'est des sorties non programmées quand les gens sont en HL, ou des sorties non autorisées quand ils sont sous contrainte. Donc, dans le cadre de ces sorties qui n'étaient pas prévues ou pas autorisées, on a bouclé tous les patients de l'hôpital. Alors, j'appelle solennellement le fait qu'il faut que le printemps de la psychiatrie et des organisations puissent se positionner pour être caisse de résonance de tous ces abus quotidiens, alors peut-être faire un observatoire de la psychiatrie de proximité ou quelque chose comme ça, et que les personnes qui sont dans les services qui sont enfermées, si, et ça je tiens ces paroles de psychiatrisés, s'ils dénoncent ces abus, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois qu'ils se font hospitaliser? Ben, ils se font enfermer encore plus, ils se font pathologiser encore plus, parce que dès qu'on milite pour ces droits,
et donc on essaye de faire contre-pouvoir, on est considéré comme des paranoïaques, comme des quérulents, d'ailleurs que ce soit soignant ou patient, hein, c'est toujours le même truc. Et alors, et même si on est paranoïaque, etc., on n'a pas des droits, donc ça suffit de pathologiser des accès aux droits. Et le droit, c'est inconditionnel. Alors après, la question, c'est comment on crée des cadres, et là, il faut remercier le travail des psychiatrisés, et là, je veux nommer le CRPA et André Bitton, avec qui moi j'ai un dialogue depuis 15 ans avec lui, et ça m'a fait beaucoup changer d'avis, notamment au début, quand il y avait l'hospitalisation sans consentement, la loi de 90, passage en 2011, l'origine du collectif des 39, ça a été aussi ça. Et nous, les psys, on n'était pas trop d'accord pour que le JLD y vienne là-dedans, parce qu'on se disait, de manière, alors c'était pas vrai pour tout le monde, mais on se disait oui, mais quand même, de quel regard clinique il va se prévaloir, il n'a rien à en dire, etc. Mais en fait, la question, tu dis, je les appelle les fous, les patients, etc. Non, la question, c'est que c'est des justiciables, qu'ils ont des droits, point. Et donc, il faut que chacun tienne un petit peu sa place, mais que par contre, et là tu ne l'as pas dit, donc je le dis à ta place, par contre, il faut absolument qu'il y ait du décloisonnement, c'est-à-dire qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du juge, là, ce que tu viens de nous dire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du psy, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du patient, bon, qu'on puisse mettre ça en circulation pour s'altérer réciproquement. Et alors ça, je crois que c'est quand même un point important, c'est que nos pratiques, là, elles doivent s'articuler sur des strates différentes. Moi, je parlais des pratiques altératrices, là, dans les discussions avec Dardot, etc. C'est-à-dire que les pratiques cliniques, les pratiques politiques, les pratiques juridiques, elles doivent s'articuler localement. Alors, je vous renvoie un petit bouquin de Jérôme Bachet qui s'appelle « Basculement » et où il dit qu'il faut absolument faire que nos pratiques elles soient localisées. Ce n'est pas le local qui s'oppose au global, etc. Non, localisé, c'est-à-dire que là où on est, on se démerde pour faire du lien entre ces différents registres. Alors avec la juridiction du coin, avec les soignants du coin, la mairie, etc., les acteurs, la culture et tout. Pour que, en fait, notre but, nous, en tant que psy, et quand je dis psy, c'est de tous les endroits de la barricade et de tous les endroits sur la barricade. Il faut qu'en fait, je pense, ça soit à partir de la parole contraire et de la parole contrariée que s'instituent les dispositifs de soins. Alors là, on a quand même un boulot à faire au niveau du printemps de la psy et de tous les collectifs qui organisent la journée, c'est-à-dire on a une bataille contre-culturelle à mener de manière simple et claire, à partir des mots, on l'a dit un petit peu partout, à partir de remettre les choses à l'endroit sur les pratiques. Encore une fois, il y a plus de gravité pour un établissement à enfermer quelqu'un en hospitalisation libre, c'est-à-dire à boucler quelqu'un qui normalement devrait être d'accord pour être bouclé, qu'une, entre guillemets, soi-disant fugue. C'est plus grave, c'est-à-dire que si les gens se levaient et faisaient des contentieux, ça foutrait la merde. Autre point à remettre un peu à l'endroit, la question de la démocratie sanitaire. C'est une démocratie de chiottes, elle porte bien son nom. Parce que c'est une démocratie qui n'est pas représentative. C'est-à-dire que je vais vous parler de 2 exemples de cette démocratie de chiottes qui nous est arrivée dans le service où j'exerçais, qui a été détruit en quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec le groupe journal qu'on faisait, les patients dans une réunion soignants-soignés se disaient mais quand même il y a des dysfonctionnements, on va se plaindre. Alors on se plaint où? À la commission des usagers. Bon, alors qui y a comme usager? Il n'y a que l'association de familles représentantes, l'UNAFAM. Bon, localement, on ne peut pas dire qu'elle soit très émancipatrice, alors qu'elle peut l'être dans d'autres coins, mais là c'était réactionnaire, on peut dire. Du coup, comment ça se fait qu'il y ait que des usagers? Alors avec le CRPA et l'association du journal, etc., il y a un contentieux qui a été fait sur comment dans la démocratie sanitaire, y a-t-il une différence entre représentants des familles et représentants des usagers, c'est-à-dire des patients? Cette distinction dans la démocratie sanitaire n'existe pas. Donc on pourrait aussi saisir les parlementaires pour faire une proposition de loi qu'en psychiatrie, il y a une spécificité et que les représentants des patients, c'est différent des représentants des familles. Là aussi, ça instituerait peut-être un peu de contre-pouvoir. Bon.
Ça, c'est un point important pour cette démocratie sanitaire. L'autre petite histoire quand même, c'est que ces mêmes personnes réac pouvaient dire, au moment où j'ai saisi le CGLPL avec le collectif de soins du service, c'était de dire, on a eu le Covid, on n'avait pas en plus besoin du contrôleur des libertés. Et ces mêmes personnes qui disent, oui, bon, alors dans les commissions des usagers, pourquoi pas qu'il y ait des patients, les bipolaires encore, parce qu'ils ont des moments où ils vont pas trop mal, mais quand même des schizophrènes, dans la commission des usagers, quand même on rêve. Vous voyez, c'est ça la démocratie sanitaire, son envers. C'est-à-dire que les gens qui ont une parole valide, c'est ceux qui sont déjà validés par avance dans leur parole. C'est-à-dire que la parole contraire, contrariée, la parole qu'on a mis en acte un peu avec le truc, là, et que certains ont pu voir là, dans l'atelier 3, c'est-à-dire qu'on part aussi de là où comment s'expriment les gens, et on ne leur demande pas par avance de s'exprimer selon les canons de la légitimité dominante. Bon. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose pour notre démocratie, là, pour nous, dans nos lieux, où on doit instituer à partir de cet imaginaire-là, quoi, à partir de la parole qui est bancale, quoi. Bon. L'autre chose, je pense, je vais me perdre, mais c'est pas grave, j'ai encore 3 minutes quand même. Sur la contention isolement, là, il y a quand même, on a un boulevard devant nous, putain de merde. Le boulevard, pendant 1 mois, en France, il était interdit d'attacher et d'isoler toute personne sur le territoire français pendant 1 mois, puisqu'il n'y avait pas de loi qui encadrait cette privation de liberté. La faute à qui? Alors, Toto, Macron et les autres, quand ils ont fait les assises macro-fondamentalistes de la santé mentale, bien entendu qu'ils avaient comme politique de ne pas parler des sujets de la réalité pratique, obscure, qui se passe partout dans les lieux d'enfermement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler de la contention et de l'isolement, il ne fallait pas parler de l'irresponsabilité pénale, il ne fallait pas parler des cordons de la bourse, à savoir la réforme du financement de la psychiatrie qui s'est imposée à partir du 1er janvier 2022. Encore une fois, on met en place un équivalent de tarification de l'activité en psychiatrie, alors qu'on a passé le temps du Covid à dire « Ah, ben c'est pas bien quand même, l'hôpital est à genoux à cause de ça, oui, quoi qu'il en coûte, blabla. » Bon, et bien là, en prenant, c'est ce que Pierre Delion disait hier, il y a l'histoire des EHPAD. Je vous signale quand même que dans les premiers mars, les mars, c'était l'acronyme du ministère de la Santé et de l'ARS au début de la crise Covid pour dire ce qu'il fallait faire. Dans les premiers mars, il est dit que les établissements psychiatriques doivent être considérés comme des EHPAD. C'est eux qui le disent, hein. Donc, il faut qu'on fasse la même chose qui s'est passé dans les EHPAD. On a pris attache avec un certain nombre de parlementaires suite à toutes ces discussions-là qu'il y a eu par rapport aux réformes et par rapport au QPC et donc à la modification de la loi là, ces derniers mois. Il y aurait tout intérêt à faire une journée à l'Assemblée nationale, alors bon là c'est un peu plié puisqu'il y a les législatives, ou en tout cas dans un lieu institué du pouvoir, pour dire clairement, un peu comme ils avaient fait les hôpitaux de jour de Bayen, de Santos, etc., ils avaient organisé une journée qui était Parlons d'inclusion, et ils partaient des témoignages des gens de quelque côté qu'ils soient des soins. Il faudrait faire une journée Parlons contention, c'est-à-dire ce que le pouvoir n'a pas voulu parler et ce que les professionnels de l'hégémonie psychiatrique n'ont pas voulu aborder de la santé mentale officielle, il faudrait que nous on s'en saisisse pour dire c'est quoi la contention? Alors oui, quand Véran il dit à l'Assemblée nationale que ça peut être thérapeutique, non mec, c'est comme les soins sans consentement, ça n'existe pas. La contention, quand on l'utilise, c'est le dernier recours parce que certains ne peuvent pas faire autrement, mais n'empêche qu'il faut avoir le débat sur comment se passer de ça. Le débat, on ne l'a pas eu. Et c'est-à-dire qu'il faut rouvrir les imaginaires aussi on peut s'en passer. Enfin, il y a quand même eu tout un tas d'expériences, et il y en a encore, on peut se passer dans une mesure raisonnable, voire complètement, d'enfermement ou de contention. On ne peut pas réouvrir un petit peu les imaginaires là, à partir des pratiques. Et là, je crois qu'on a quand même là, je vous fais un grand discours blabla, comme ça. Mais je crois qu'on a une responsabilité en tant que nous qui sommes là intéressés par ces questions, à partir des pratiques. C'est-à-dire, on sait bien faire l'idéologie, on sait bien faire les discours sur l'analyse politique, sociale, etc., de ce qui nous arrive. Et puis ça produit des effets de décomposition sur la chaise, on se dit ouais c'est foutu. Bon. Là je pense qu'en tout cas,
on doit traverser ça. Oui, il faut prendre en compte la haute destructivité et le haut pouvoir des abuseurs actuels. Mais les abuseurs, on est tous aussi un peu abuseurs de nous-mêmes, quoi. On est tous aussi un peu complices de ce qui nous arrive. Donc, il faut qu'on arrive à penser le fait que dans notre supposée démocratie, certes, pensons ces involutions, là, comme on l'a fait, mais pensons le fait que dans nos pratiques, il y a aussi des germes pour la suite, pour construire d'autres choses plus localisables peut-être, et qui peuvent faire des graines. Moi, je pense vraiment, lisez le bouquin de Sandra Lucbert là, sur le ministère des Comptes publics. La question contre-hégémonique de réouvrir des espaces imaginaires à partir desquels s'instituent nos pratiques, quand on va sortir d'ici, peut-être que l'effet un peu thérapeutique que ça aura eu sur nous, c'est se dire, bon, d'abord, il y avait plein de monde, 500 inscrits, 200 refusés parce qu'il n'y avait pas de place. Bon, la prochaine fois, il faudra dire qu'ils ne peuvent pas venir, mais qu'ils attendent quand même dehors et puis qu'on les fasse rentrer en douce, mais on ne le dira pas. Il faudra couper ça au montage. Bon, mais voilà, prochain chantier, à mon avis, il faut organiser un truc très rapide sur contention, isolement. Merde, on ne veut plus être attaché. Enfin, il faut que... Et à mon avis, on a bien vu dans les hostos, le pouvoir, il n'est plus du côté des soignants. Tant mieux, à la limite. Vraiment, il faut qu'on arrête aussi, quand on crée des espaces, là, de penser que nous, les soignants, on sait mieux que... Moi, je pense qu'on doit être des caisses de résonance pour ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. Donc pour les patients en premier lieu, ou comment chacun s'appelle, usager, etc. Je ferai moins que 5 minutes, je vais terminer là-dessus. Alors, je vais terminer là-dessus parce que, en fait, ça serait bien, juste pour enchaîner, que l'atelier 3, là, il y a des propositions très concrètes, puissent dire un petit peu ce qu'on a un petit peu abordé, là, si vous êtes d'accord, parce que ça s'articule, et peut-être après on peut passer directement sur les propositions et sur le compte-rendu des ateliers. On commence parce qu'on est pris par le temps. Ouais, donc on va commencer par les principes généraux sur l'effectivité des droits des patients. Nous voulons lutter pour l'effectivité des droits des patients comme organisateurs des soins psychiques dans toutes les problématiques. 2. La liberté et la norme. La liberté est ce qui doit être l'usage le plus courant dans les pratiques. La restriction des libertés doit être l'exception. Toute restriction indue et non proportionnée doit être signalée et dénoncée par un collectif protégeant celles et ceux qui sont confrontés, et ce de façon solidaire. 3. Du premier principe général, nous sommes responsables et citoyens. Nous voulons que ça s'arrête le rabaissement de la parole des patients. Nous sommes des sujets de droit avant d'être des sujets de soins. Nous ne sommes pas des objets de soins. Nous exigeons en tant que sujet la prise de parole des usagers et des patients. Des patients ne pas être considérés d'emblée comme instrumentalisés et instrumentalisables. Nous remarquons que l'infantilisation concernant les soignants concerne aussi les soignants et qu'il faut lutter contre ce processus. Attendez, je veux dire ce que je vois pas bien. C'est là. 2. Pratiques de défense. 4. Droits des patients et autres droits. On ne peut pas céder sur le droit des patients pour des questions professionnelles, de droit du travail ou syndical, quand le droit des patients s'oppose au confort des tutelles, des directions et des soignants. Cela doit faire l'objet de débats et d'échanges sincères, authentiques et solidaires. 5. Autodéfense. En psychiatrie,
Nous allons promouvoir le guide de survie en milieu psychiatrique qui est remis à jour régulièrement. En faire la pub sur le site du Printemps de la psychiatrie dans les lieux de soins psychiques. 6. Faire valoir ses droits, ce n'est pas être parano ou un emmerdeur. Il faut arrêter de pathologiser les gens qui tentent de faire valoir leurs droits, quels que soient leurs problèmes, quels que soient les statuts professionnels, usagers, familles, proches. On n'est pas forcément parano, et même si on est parano, on a des droits et on doit les faire appliquer. Je continue. 7. Création d'un bréviaire. Proposition de faire le bréviaire de l'afflatilisation, les mots, les pratiques et les glossaires, des gros mots de la langue psychiatrique, et faire des fiches d'événements et mots désirables. Par exemple, insister sur l'importance de la démocratie concrète dans les soins, comme avec les clubs ou les associations de personnes concernées. Comment on fait, parce que là, alors, 3, pratiques émancipatrices. Alors, petit 8, les clubs sont des contre-pouvoirs effectifs, concrets dans la vie quotidienne. Petit 9, clubs thérapeutiques et associations locales de patients. Nous voulons que les clubs soient invités de droit, voire qu'ils soient représentants de fait dans les CDU. Petit 10, la démocratie sanitaire telle qu'elle est pratiquée en ce moment est une mascarade et une imposture. Nous voulons des instances de délibération conjointe au sein des services ou de toute autre structure avec usagers, résidents et professionnels. Ah non, c'est là. À toi. Attends, je vais me déplacer. Je me mets à ta place. Voilà. Proposition concrète. Le truc, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, pourrait être une instance qui recueille les problèmes et qui pourrait servir de tiers pour solliciter la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ou d'autres instances. Le truc comme lien et lieu de soutien aux émergences, soutien pour se défendre collectivement quand les gens sont seuls, mis face à leurs responsabilités individuelles. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Oui ? Ok. Changer le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs en team rapide d'urgence collective. Une date de réunion du truc est en discussion pour interroger les possibilités de ces ouvertures. La formation est un enjeu démocratique. Soutenir que les premiers concernés forment les professionnels conjointement à partir des lieux de soins et que chacun puisse avoir accès à une formation de son choix et non imposée. Construction en cours d'une journée Parlons contention. On passe au dernier chapitre en fait, qui est le chapitre de la médiatisation. Tu veux le faire on le fait. On le fait, il y a combien Oui, c'est celui-là. Médiatisation. Réflexion autour de la médiatisation de ce qui se passe en psychiatrie. On ne se reconnaît pas dans ce qui est dit et fait de nous. 11. Proposition d'écrire une tribune pour mettre en opposition des assises macronistes ce qui vient de se passer, le procès de la contention de l'isolement. Information. Je fais la formation. Ah. Alors, information. 4e journée de 34e journée de psychothérapie institutionnelle, le 19 mars à Tourcoing, semaine de la folie ordinaire parisienne du 28 mars au 3 avril, info, journée du CPE
RPA le 2 avril. Le 10 avril, à Las-Héry, poursuite des échanges autour des ateliers. Merci. Et encore, désolé de vous bousculer. Et là, avec Delphine, on a vraiment le mauvais rôle parce que c'est le bout du bout. Donc là, on a, je crois, 10 minutes, un quart d'heure de discussion autour de ces questions essentielles, là où il faudrait 3 jours. Donc tout de suite, Martha. C'est une question pour Sarah Massoud. Vous avez parlé de l'état de l'institution judiciaire et à un moment donné, vous avez qualifié cette situation comme un défaut de droit. Ou défaut des droits, c'était le terme que vous avez utilisé. Par là, le défaut de moyens, défaut de pouvoir répondre aux exigences que l'État devrait assurer aux citoyens. Y a-t-il une procédure qui vous permettrait de remédier à ce état de droit, une procédure de droit qui vous permettrait de remédier à ce défaut de droit? Alors en fait, cette procédure, en fait, elle n'est pas entre nos mains, elle est entre vos mains. C'est une procédure de mise en cause de la responsabilité de l'État. C'est une procédure de contentieux administratif qui est de la compétence des tribunaux administratifs et ensuite du Conseil d'État. C'est une procédure en indemnisation, hein, en fait, de mise en cause de la responsabilité de l'État pour inaction de telle ou telle institution publique. Très franchement, sur la question des moyens de lutte, c'est un objet utile hein, d'actionner ça. Ça a été fait en matière d'environnement. Il y a eu une très grosse condamnation de l'État pour inaction sur la question de l'environnement. Donc du coup, ça a été extrêmement médiatisé, très préparé, avec des gros cabinets derrière. C'est pas inintéressant que de l'actionner. C'est très long. Alors c'est très long sur des affaires individuelles. C'est-à-dire que par exemple, un patient qui aurait été hospitalisé en dépit de graves atteintes à ses droits, un patient qui aurait été contentionné ou isolé en dépit de la méconnaissance de ses droits, mais là pour le coup ça toucherait à sa dignité, véritablement à des droits extrêmement substantiels. C'est une action qui est possible, mais c'est extrêmement long et du coup d'un point de vue du... Je suis désolée de parler comme ça, mais d'un point de vue du buzz, ça va être très, très compliqué de communiquer là-dessus et de faire bouger les textes. En revanche, je fais un petit pas de côté, mais pour rebondir sur cette question de quels sont les moyens de lutte et pour rebondir aussi sur ce que disait Mathieu, nous, au syndicat de la magistrature, on est très actifs dans d'autres domaines. Notamment, on fait beaucoup de contentieux en matière de droits des étrangers, en matière de politique de maintien de l'ordre, notamment sur l'usage des armes de force intermédiaires, sur les LBD, on a attaqué les textes de l'allemand. Et là, on a ce qu'on appelle des legal teams. Notamment, on travaille beaucoup avec le syndicat des avocats de France, le SAF, où du coup, on prépare des dossiers pour du coup monter ce qu'on appelle des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, ou bien des contentieux devant le Conseil d'État sur telle et telle question de principe. C'est assez peu fait. Alors, c'est fait beaucoup par le CRPA, en matière de soins sans consentement, mais je pense que sur l'isolement et la contention, par exemple, ça serait un moyen de lutte qui serait assez opérant et sur lequel on pourrait fortement médiatiser. Là, par exemple, c'est à débattre hein, avec Delphine, avec l'USP, avec d'autres syndicats. Et là, pour le coup, il faudrait s'unir, c'est-à-dire c'est à la fois des associations de patients, des syndicats, des organisations instituées qui attaqueraient, par exemple, je lance par hasard une idée que d'attaquer le décret, qui va sortir dans quelques jours ou quelques semaines, qui est déjà en discussion hein, au sein de la chancellerie. J'en ai vu quelques extraits en off. Et du coup, pourquoi pas? Alors après, attaquer un décret sur une liberté, enfin en tous les cas sur une mesure que l'on attendait être contrôlée par un juge, il faudra trouver un angle, mais pourquoi pas? Enfin en tous les cas, la question de la lutte par le contentieux, c'est quelque chose que le syndicat de la magistrature sait très bien faire. On a eu quelques victoires, alors je dis pas, hein, on perd parfois, mais en tous les cas, à mon avis, c'est une voie
qui est à creuser. C'est quelque chose qu'on peut faire. On a des moyens, pour le coup, juridiques qui sont à notre disposition. Et toujours sur ce terrain-là, par ailleurs, il faut aussi peut-être cibler des juges. Je ne me désigne pas, mais surtout que je ne peux pas. Là, je pourrais, d'ailleurs, si c'est public, si cette vidéo est rendue publique, être poursuivie au disciplinaire, mais c'est pas grave. Mais il est question aussi, parfois, de certaines jurisprudences. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des jurisprudences qui font mouche, c'est en direct mais c'est pas grave, qui font mouche et de pouvoir essayer de mettre en place des jurisprudences émancipatrices. Et on peut aussi cibler des juridictions, créer des ZAD de la psychiatrie et se mettre en lien psychiatre, patient et juristes pour justement mettre en œuvre des solutions juridiques pour que véritablement les droits soient garantis. Nous, aujourd'hui, à Bobigny, par exemple, on est très unis dans ce contentieux pour lever les mesures d'isolement et de la contention parce que la procédure n'est pas respectée. Et je pense que ça, pour le coup, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le communiquer là-dessus, sur ces batailles juridiques locales, comme le disait Mathieu. Mais après, il faut que ça fasse, faut que ça fasse des petits. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expérimenter des contentieux, des jurisprudences émancipatrices, des décloisonnements. Je pense que ma présence ici fait partie de cette initiative. Moi, je ne vois pas de psychiatre dans les tribunaux. J'en vois pas. Moi, j'ai pas de psychiatre dans mes audiences JLD. J'ai pas de directeur d'établissement dans mes audiences JLD. Vous venez pas, vous savez pas comment on travaille. Nous, on sait pas comment vous travaillez, mais vous ne savez pas comment on travaille. Donc, comment est-ce qu'on peut échanger sur c'est quoi une chambre d'isolement, c'est quoi une contention chimique, c'est quoi une période de crise, c'est quoi une décompensation psychotique, c'est quoi le terme anosognosie là ou des enfin voilà, pourquoi est-ce que moi non mais j'en sais rien. Mais du coup, apprenez-nous, enfin, il faut qu'on apprenne le décloisonnement, la bataille des services publics, la santé, l'éducation et la justice, ça doit se faire ensemble, et pas chacun. Sarah, je vais t'arrêter pour qu'on puisse avoir une discussion. Avant de passer la parole à Patrick, je vais quand même dire sur un point de droit. Mais attends, en 2011, on n'a pas pu empêcher les soins ambulatoires sous contrainte. André Bitton, c'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, a fait une QPC et on a répondu qu'on ne peut pas faire de soins sous contrainte à domicile, qu'il peut y avoir obligation de soins, mais ça signifie qu'un patient en SDRE qui a un programme de soins, s'il arrête son programme de soins, n'est pas considéré en absence irrégulière, c'est la fin de son hospitalisation. Et donc ça, je pense que c'est important parce qu'en général, on considère qu'ils sont sous obligation de soins et donc on va les chercher à domicile. Et dans tous les services, on fait ça. Et je pense que si déjà on se rendait compte que là, on sort du droit commun et qu'on s'arroge un droit, un extra-droit nous-mêmes, ça poserait déjà beaucoup de problèmes. Oui, merci beaucoup Sarah Massoud et Mathieu. Par rapport à cette discussion et ces exposés, j'aurais une proposition à faire qu'on a déjà lancée à Reims quand tu es venue. Sarah, ça serait quand même que partout où c'est possible, partout où il y a des clubs thérapeutiques, partout où nous travaillons, nous puissions instaurer des réunions ouvertes avec les patients et les soignants, d'information, tenues avec les juges et par les juges, ça dépend des situations, où il puisse y avoir une information qui soit donnée aux patients sur leurs droits et aux soignants sur leurs droits et devoirs également. Et ça, je pense quand même que ça pourrait se faire dès maintenant. Alors, c'est pas du buzz, ça, mais ça fait partie de l'action politique et culturelle qu'on pourrait mener dès maintenant et répercuter au niveau du printemps. Et à chaque fois qu'on a pu le faire dans un endroit, et le faire savoir. Ça me paraîtrait quand même très important. Moi, je pense qu'il faudrait aussi qu'on demande véritablement une date de fin de contention, qu'on exige que ça s'arrête, pas demain, parce que dans chaque service, pour des tas de raisons, les gens ne sont pas tout à fait prêts. Mais dans 6 mois, d'ici la fin de l'année 2022, que ça s'arrête et d'exiger que
pour que ce soit possible, se tiennent partout, c'est pas partout où c'est possible, que se tiennent partout des réunions soignants-soignés, on a des réunions institutionnelles de travail sur ces questions-là. On nous impose dans les machins, les accréditations, les certifications, on nous impose des trucs mais d'une inutilité, mais qui n'ont aucun sens. Et par contre, ces choses fondamentales, elles n'apparaissent pas. Du dialogue et de se donner tous les moyens possibles pour que ça ne se produise pas. Comme pour le glyphosate. C'est aussi toxique que le glyphosate, donc on fait comme pour le glyphosate, une date où on arrête de l'utiliser. Il n'y a plus d'orthophoniste, hein, c'est le problème. Ah oui. J'ai deux dysortho machin. Quelqu'un veut la parole? On n'a pas beaucoup de temps, mais on a le temps quand même. Merci. Allô. Bonjour, oui. Je me présente aussi rapidement. Je m'appelle Élise Bronsard, je suis journaliste. Et voilà, je souhaite travailler sur le sujet de la contention et l'isolement à nouveau. Je l'avais déjà fait pour Arte il y a 5 ans. Voilà, j'ai juste une question. Vous avez parlé de droits friables. Par rapport il y avait les droits inaltérables qui étaient donc oui, la dignité et sûreté. C'est quoi ces droits friables? Lesquels sont-ils? C'est juste une expression que j'ai utilisée, c'est-à-dire des droits qui... mais c'est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire dans un état de droit, il y a toujours la possibilité de fixer des limites, il y a toujours un cadre, donc il y a toujours des exceptions à des principes, sauf que la friabilité de ces droits, elles sont plus ou moins étendues. La question de l'ordre public, lorsque le préfet prend une mesure de SDRE, et qu'il motive une atteinte à l'ordre public. Il faut pouvoir la circonscrire, cette notion d'ordre public. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que cette notion d'ordre public, elle est largement considérée comme trop large par certaines préfectures? Parfois, oui. Est-ce que véritablement l'atteinte portée à l'espace public et la considération du danger que peut porter une personne en raison de ses troubles à l'ordre public, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas considérer que les préfectures considèrent cette notion comme une notion extrêmement élastique? Moi je considère que oui, en matière de soins sans consentement et en matière de SDRE, très souvent dans les décisions des préfectures de placement en hospitalisation sous contrainte, sur la base de cette notion-là, je la trouve d'une appréciation extrêmement large. Je ferai le parallèle aussi avec l'appréciation des préfectures sur l'ordre public en matière de maintien de l'ordre. Lorsque vous avez des interdictions de manifester qui sont prises par les préfectures, sur la base d'une potentialité d'atteinte à l'ordre public, cette notion est appréciée aujourd'hui de manière extrêmement large. Et je pense qu'en France, cette notion-là est un peu galvaudée et est appréciée par les autorités exécutives de manière extrêmement, enfin beaucoup trop large pour moi. C'est à mon avis, un glissement qui du coup donne des pouvoirs, à mon avis, beaucoup trop grands, qui ne sont pas dans l'esprit de la loi à l'autorité préfectorale. Mais je ferai exactement la même remarque à destination des soignants dans la caractérisation du caractère de l'urgence ou du caractère du péril imminent. Ce sont des notions qui sont de la même manière appréciées de manière beaucoup trop large. Alors au-delà du fait que les définitions dans les textes sont beaucoup trop imprécises, et donc du coup ça laisse aussi une marge par ailleurs aux juges de considérer ou pas qu'il y a péril imminent en dehors de toute capacité à pouvoir avoir un diagnostic médical, parce qu'on n'est pas médecin. Hein. C'est quoi comment est-ce que vous voulez que moi, en tant que juge qui ne suis pas psychiatre, je peux apprécier qu'un délire, une poussée délirante, une décompensation
va porter atteinte à autrui ou à la personne du patient. Mais je suis qui, moi, juge, pour pouvoir apprécier ça sur la base d'une ligne d'un certificat médical? C'est pour ça que quand même le législateur a prévu que les certificats médicaux devaient être motivés. Mais c'est quoi la motivation? C'est simplement la désignation d'un symptôme? C'est simplement la désignation d'une constatation d'un état, d'une clinique? Enfin, c'est extrêmement... Tout ça, ce sont des concepts qui sont fondamentaux, parce que du coup, ça a des conséquences déflagratoires sur la liberté d'aller et venir des gens. Et en même temps, ce sont des notions qui, par les autorités, que ce soit l'autorité judiciaire ou l'autorité exécutive ou l'autorité médicale, sont finalement laissées à la libre appréciation. Alors tout à l'heure, je parlais d'impérium, mais j'en suis pas loin. Et donc du coup, c'est en cela que du coup, je considère que les droits sont finalement, j'ai utilisé ce terme de friable parce que j'aime bien les adjectifs un peu corporels comme ça, organiques, mais je pense que la friabilité là, elle est extrêmement attentatoire quand ça touche à la liberté d'aller et venir des personnes. Oui, bonjour, merci. Il y a deux attentions, on va devoir finir. Ouais. Juste, moi je voulais vous remercier, mais surtout, comme je suis pédopsychiatre, je n'ai pas tellement à faire cette question-là, mais je voulais rendre hommage à un documentaire qui n'a pas du tout été friable, qui était 12 jours de Raymond Depardon, quand même, qui a montré la grande dérision de cette mise en acte de tout ce que vous racontez, quand effectivement les corps en présence ne se parlent pas et ne parlent pas de leur pratique. C'est-à-dire qu'on voyait en plan serré absolument la gêne des juges à devoir prendre décision sur un substrat qui n'était pas le leur. Et donc ça faisait des choses complètement aberrantes en fait. Voilà, donc je pense que puisqu'on parlait de la culture depuis 2 jours, revoyons ce documentaire. Et moi, à l'issue du documentaire, je me suis dit, mais comment se fait-il que les psychiatres et les juges ne soient pas dans la rue après quand même ce documentaire qui montre la folie à l'état pur organisé. Alors là, du côté de nos métiers. Le grand problème de ce documentaire, ça a été qu'il a été considéré comme, regardez comme ça marche bien. Et en fait, et Bitton du CRP a dit c'est quand même scandaleux qu'on ne voit jamais une levée. Or, c'est des pratiques de plus en plus courantes que des juges prennent des levées. Là, c'est comme s'il y avait un accord tacite tout le temps reconductible. Le fait que avocats, psychiatres et juges s'entendent. Donc, c'est un point très problématique du film, ça. Alors, je vous invite à lire une interview de Depardon dans la revue Délibéré, qui est dirigée par le syndicat de la magistrature, où nous, au syndicat de la magistrature, on était assez critiques à l'égard de ce documentaire, qui, par ailleurs, était assez surplombant vis-à-vis des patients. Voilà, enfin, en tous les cas, on était assez dubitatif quand même sur ce documentaire. Et du coup, il y a une interview assez musclée, enfin, en tous les cas, salée de ce documentaire. Mais après, ce qui est bien, parce que du coup, après, l'intérêt, c'est que du coup, on a vu ce qui se passait dans ce lieu de relégation-là. La dernière intervention. Moi, je suis Catherine Soulet, je suis psychiatre au Pôle Paris Centre. Et quelques exemples sur les pratiques de ce qu'on a à faire, c'est que il y a aussi sur les soins sous contrainte, il y a comment ça se passe aux urgences, c'est-à-dire que même si on prend le temps d'accompagner infirmier, médecin référent, etc., quelqu'un qui finit par accepter de se faire hospitaliser, on a parfois la surprise qu'en 10 minutes, la question soit réglée de l'autre côté de la porte par des gens qui sont sûrement complètement débordés et avec un manque d'effectifs, j'en doute pas, et où donc ça se règle en 5 minutes avec, on injecte quelqu'un, on n'injecte pas quelque chose à quelqu'un, on attache quelqu'un qui est injecté, et il est en soins sous contrainte et hospitalisé dans le quart d'heure qui suit. Et quand on revoit la personne le lendemain dans le service, il est à juste titre pas très content, alors qu'il y a eu un travail toute l'après-midi pour en arriver là. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi toute la question des urgences qui est extrêmement compliquée, et la question aussi du nombre de places dans les services, où on en parlait hier à l'atelier 6, où comment de plus en plus, il me semble que les collègues aux urgences font des soins sous contrainte pour être sûrs d'avoir une place pour le patient et que ça règle la question. Et quand c'est le jeudi, la question après, le week-end, le machin, des psychiatres différents à chaque jour. Et donc tout ça est maintenu pendant plusieurs jours et on est dans un système extrêmement étrange. Et sur la question de la CSI, j'ai l'impression, moi je ne travaille plus en intra-hospitalier depuis quelque temps, j'y vais que le week-end, quand je suis d'astreinte, et on se retrouve dans des systèmes où
on voit bien qu'il y a une place à prendre de la CSI libre, où finalement quelqu'un sort de la CSI parce que quelqu'un en aurait plus besoin et non pas de la clinique de la personne. Enfin, il y a une place à prendre, et je pense aussi pour la contention. Dans le service dans lequel je travaille, on ne fait pas de contention, pour le moment, en tous les cas. Mais dans d'autres services juste à côté, on le fait. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des pratiques comme ça individuelles. Alors, je ne sais pas si c'est lié au nombre de personnes qui travaillent dans les services ou pas. Mais en tous les cas, il y a des services où il n'y a pas où ça ne vient même pas l'idée. Ce n'est pas encore en place. Ou ce n'est pas, enfin. Donc, il y a aussi des pratiques liées. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a peut-être un point qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, les urgences. Je vous renvoie au bouquin qui a été écrit par Hugo Huon, qui s'appelle Urgence, avec le collectif Interurgence. Et ils font des monographies, en fait, de personnes reçues aux urgences. Il y a au moins un tiers du bouquin qui est sur la psychiatrie et le dénuement complet des soignants à accueillir, parce qu'ils ne savent pas faire, la psychiatrie. Alors, c'est intéressant à penser parce que quand on discute avec eux, après, en effet, il y a la déconstruction de stéréotypes à faire au quotidien, concrètement. Mais enfin voilà, lisez ce bouquin parce qu'il montre ça, quoi. Et ce que vous dites, c'est en effet grave, tout comme les patients qui sont mis sous contrainte alors qu'ils sont d'accord pour être hospitalisés, pour forcer l'hospitalisation à les accepter. C'est une aberration totale, et là aussi, il faudrait faire des contentieux, quoi. Voilà. Donc, et à savoir que le printemps travaille avec le CIU au travers de l'Interorga, et que justement, malheureusement, ils ne sont pas venus apparemment à l'atelier, notamment sur contention, mais ça les intéresse beaucoup de pouvoir qu'on puisse travailler ensemble. Donc je passe la parole à Tolten. Je remercie nos invités, et vraiment désolé, parce que je pense que ce que l'un et l'autre vous avez amené, ça méritait beaucoup plus de temps. Pendant que Tolten cause, je propose que le rapporteur ou les rapporteurs de l'atelier 1 viennent déjà à la tribune, qu'on ne perde pas de temps. Alors moi désolé, parce qu'en plus je suis arrivé un peu en retard, du coup, parce qu'au resto ils n'ont pas eu le temps de me servir, parce qu'il manquait d'équivalent temps plein, parce que ils faisaient grève. Enfin voilà, il n'y a pas qu'en psychiatrie qu'il y a des problèmes, hein. On fait notre petite cuisine nous, mais dans la restauration c'est pire. Alors moi je me demande quand est-ce qu'on fera des assises sur la restauration. Bon, alors le constat, on trouve quand même qu'après les ateliers, quand même, la salle a regagné un peu de peps. Le soin sans consentement, ça n'existe pas, nous a dit Mathieu Bellassène. Hein. Et si la maladie mentale est une maladie comme les autres, alors pourquoi les portes de cardiologie sont toujours ouvertes? Moi, je ne comprends pas, parce que j'ai envie de dire, enfermons-les tous et Dieu reconnaîtra le soin. Hein, on en est un petit peu là, donc il faut penser à mener nos batailles dans les mots. La démocratie sanitaire est une démocratie de chiottes, d'ailleurs. Hein. Et Poutine l'a bien compris, Poutine qui dit qu'il faut traquer les terroristes jusque dans les chiottes. Hein. Alors la démocratie sanitaire, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Par exemple, pas de schizophrènes dans les commissions des usagers, mais j'ai envie de dire pas de parano aux directions des hôpitaux non plus. Ce serait... Alors il paraît que les établissements psychiatriques devraient être considérés comme des EHPAD, et oui, ça fait rêver en fait. On pourrait dire qu'on pourrait laisser Orpea gérer les établissements psychiatriques, hein, comme ça on pourrait compter les biscottes. Alors peut-on se passer de contention, hein? Ah, non, alors, certains, voilà, bon, il paraît que c'est déjà compté. Voilà, mais en plus des équivalents temps plein, voilà. Alors en même temps, peut-on se passer de contention? En même temps, moi j'ai envie de dire, la tension c'est inéluctable, hein, mais est-ce qu'elle doit être con, justement, hein? Une tension con, une contention, enfin voilà. Alors il y a de plus en plus de normes, par exemple la norme ISO, et en fait il faut le dire que la norme isolement. Alors on a commencé avec une demi-heure de plus tard, et pour finir un peu plus tôt, alors dépêchez-vous de prendre le temps. Il paraît qu'il est illégal de mettre des diagnostics sur les certificats médicaux de justice. Bah ouais, en effet, le juge n'a pas à savoir qu'une personne est diabétique, hein, d'ailleurs. Alors on dit que les patients sont des sujets de droit, et pas forcément des sujets de droite, hein, j'ai envie de dire, parce que justement, à force de faire des virages à droite, on finit par tourner en rond. On veut céder, mais on ne veut pas céder sur le droit des patients. Hein. Et après le guide du routard, il va y avoir le guide de survie en psychiatrie avec un glossaire pour apprendre le langage utilisé. Hein. Par exemple, chambre de soins intensifs, en français ça veut dire chambre d'isolement. DRH, c'est une forme de pathologie psychique ayant pour trait principal la pulsion d'emprise. Alors TOP, c'est... TOP, ça veut dire trouble oppositionnel avec provocation. Ça veut dire personne qui va faire chier la direction, d'où l'expression « t'es au top ». Et puis il y a aussi évidemment bien-traitance, hein, bien-traitance, mot sans aucune signification mais qui évite de prononcer les mots prendre soin.
Alors Serge et Delphine ont le mauvais rôle, hein. Ils doivent limiter la parole d'une salle pleine de soignants. C'est un peu risqué quand même. Au niveau d'action en justice, hein, de lutte par contentieux, Madame Massoud nous a dit que les histoires individuelles sont beaucoup plus longues à traiter. Alors ça, du coup, on arrive à la conclusion qu'à plusieurs, on va plus loin et en plus, on va plus vite. Madame Massoud nous dit qu'on peut creuser des ZAD en psychiatrie, on peut en créer, car oui, la psychiatrie est une ZAD, une zone à défendre. Alors il paraît qu'il n'y a pas de psychiatres dans les tribunaux, mais pourtant des psychiatres criminels, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Hein.